Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 20 du Giro d'Italie. On va revenir sur le parcours, on va faire un petit peu la présentation de ce dernier moment de vérité, ce dernier moment crucial pour ce Giro 2023. Est-ce que ça sera le moment qui permettra de savoir qui va gagner le Giro ou est-ce que ça sera déjà lors de l'étape de d'hier, de vendredi, qu'on saura qui va gagner le général? Grande question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super 5. Vous pouvez aller voir EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Google. Et puis TikTok, le débrief rapide de l'étape. Ça, c'est juste après l'arrivée. Voilà, on fait un débrief un petit peu de ce qui s'est passé dans la journée. Étape 20, bah oui, dernier moment pour tenter de modifier le classement général avec ce contre-la-montre en côte qui fait peur depuis la présentation du parcours. C'est vrai que ça a fait énormément parler depuis le mois c'était octobre, novembre, la présentation du parcours de ce Giro. Dès le départ, on avait entendu, c'était une étape qui avait été énormément mise en avant par l'organisateur et c'était vraiment ce qui faisait peur et ce qui a fait venir un petit peu Remco Evenepoel sur cette course. Certes les 70 bornes de contre-la-montre, mais aussi ce dernier contre-la-montre, c'est un vrai moment de vérité. Tu peux pas mentir, il y a 1035 mètres de dénivelé positif. C'est la 17e étape la plus compliquée de ce Giro et donc le contre-la-montre le plus dur en termes de dénivelé positif. Et là, tu peux pas mentir, c'est-à-dire que ça va se faire à la pédale, ça va être l'énergie restante. Voilà, il faut tout mettre. Il faut être intelligent dans sa manière de gérer le contre-la-montre, mais il faut tout mettre. Il ne faut pas qu'il en reste ce soir, il ne faudra pas avoir de regrets. Et puis après, tous les coureurs vont se faire mal. Tous les coureurs pour le classement général vont se faire mal, mais même les sprinteurs vont se faire mal, parce que pour rentrer dans les délais, ça va pas être si évident que ça. Il va falloir un peu cravacher sur une montée comme ça. Donc ça va être très dur, ça va être un long contre-la-montre. Je crois que c'était plus de 40 minutes, je crois, selon l'organisateur de chrono, alors qu'il n'y a que 17 km de course. Donc c'est pour vous dire que les moyennes ne vont pas être très élevées. Et surtout, on est obligé de faire partir les concurrents assez éloignés les uns des autres, du fait que on ne peut pas vraiment se dépasser dans le Monte Luzzari, la route étant très étroite. On pourrait peut-être avoir des surprises au niveau du classement de cette étape avec des coureurs qui en gardent un petit peu plus que les leaders du général et qui sacrifient tout pour ce dernier contre-la-montre. Après, il faudra voir. Moi, je pense plutôt qu'on aura quand même des leaders du général à l'avant dans ce contre-la-montre. On regarde tout de suite la présentation de l'étape. Le parcours de ce contre-la-montre, de cette 20e étape du Giro, ce fameux Monte Luzzari. Donc vous voyez, on part de Tarvisio et puis sur les premiers kilomètres, on va rejoindre ce Monte Luzzari. En fait, ça se divise en deux parties, ce contre-la-montre. Vous avez les 10 premiers kilomètres jusqu'au premier point intermédiaire à Inisio Salita, où là, c'est assez plat, il n'y a pas de grandes difficultés sur le parcours. Et puis après, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué avec ce Monte Luzzari qui fait donc 7 km 8 à 11,2 de moyenne. Et vous voyez, c'est très compliqué, surtout sur les 4,7 premiers kilomètres qui sont à 15%. Sur la fin, c'est un petit peu plus plat. Et donc 19 km, route très peu large. Au sommet, on nous indique 6 mètres de large maximum. Et on nous indique surtout de la route en béton et un passage dans les bois très compliqué avec de la route en béton. Du côté de ce Monte Luzzari, on regarde tout de suite le profil. Donc comme vous le voyez, c'est très compliqué pendant 4 bornes. Voilà, pendant 5 km, c'est horrible, notamment avec une moyenne à 18,5% pendant 1 km. Je rappelle, c'est sur la moyenne sur le kilomètre. Donc c'est du niveau vraiment de la super planche des belles filles, voire plus. Voilà, faut vraiment se mettre ça en tête. Et surtout, contrairement à la super planche des belles filles, on est plus haut en altitude. Là aussi, c'est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on est au-delà de 1000 mètres. Mais là, on est sur des efforts qui sont très compliqués. Et puis ensuite, ça se radoucit, mais c'est quand même pas très facile. Il y a un passage à 8,8 encore, et puis un passage à 4,6% dans ce Monte Luzzari. On va regarder sur la carte tout de suite
pour voir un petit peu la difficulté de ce parcours. Donc il y aura une zone où on pourra changer son vélo, voilà, qui est ici. Il y aura une zone, on va dire, réglementaire de changement de vélo, parce que donc on passera du vélo de chrono au vélo de montagne. Et puis ensuite, donc vous voyez, hein, ensuite c'est dur tout le temps, quoi. Chaque virage, c'est dur. Un passage à 22% quasiment d'entrée. C'est aussi ça à prendre en compte, donc c'est très compliqué de trouver un rythme de pédalage dans ce genre de situation, hein, on se retrouve un petit peu en difficulté. Et puis ensuite 17,7%, 17,1%, 14,8%, 13%, ça redescend un peu, puis un nouveau passage à 22% juste après le chrono. Donc voilà, pour un dernier passage compliqué. Et puis enfin le final, voilà, avec le dernier kilomètre qui est plus compliqué, mais voilà, il y a quelques passages très difficiles sur ce contre-la-montre. Et il faudra faire vraiment attention. Voilà, ça sera le dernier intermédiaire qui sera le Sela Prasnig, qui sera donc à 1,5 km de l'arrivée. Donc là, vous voyez, à 1,5 km de l'arrivée, il y a de nouveau un passage à 22%. Donc il faut vraiment regarder énormément dans le final. Sinon, ça peut être très compliqué. Je crois que vous savez tout sur le parcours de cette étape. On regarde tout de suite la partie histoire du Giro 2023. Du côté de l'histoire du Giro, moi j'ai décidé de revenir sur le Giro 2014 avec l'étape 19. C'est le dernier contre-la-montre en bosse qu'on a eu sur le Giro. J'en ai pas trouvé d'autres. Et donc ça va permettre d'avoir des petites informations, surtout sur est-ce qu'on peut perdre beaucoup de temps, est-ce qu'on peut vraiment faire un très bon chrono. Donc à l'époque c'était 26 km 800 entre Bassano de Grappa et Cima Grappa. Donc c'était 26 km 800. Le vainqueur, qui était donc Nairo Quintana de ce contre-la-montre, qui était plus long et surtout la partie montée était plus longue. Hein. La partie montée faisait quasiment 20 km. Quintana avait gagné en 1h0537, donc à la moyenne de 24,506. Donc vraiment des moyennes très faibles hein, pour un contre-la-montre. Donc ça montre bien que c'est une épreuve toujours très particulière. On peut faire de gros écarts. Et surtout, on peut finir, si on finit très bien le chrono, ça peut vous pouvez vraiment vous en sortir. Je note notamment dans ce contre-la-montre là, Nairo Quintana gagne devant Fabio Aru, qui passe devant Pierre Rolland au classement général ce jour-là, et qui finit pas très loin d'Uran. Donc voilà, il était très en forme. Et ensuite, vous avez Uran à 1,26, Pierre Rolland à 1,57 qui souffre un peu sur la fin du contre-la-montre. Manque de fraîcheur, certainement. Pozzovivo 5 qui reprend du temps sur Maika, qui lui avait perdu 1 minute sur Pozzovivo. Donc ça montre là encore la fraîcheur physique. C'est plus vraiment du talent contre la montre. Et quand on regarde, un Franco Pellizotti avait terminé 6e de ce chrono, alors qu'il était 15e au général. Et un Cadel Evans aussi avait très bien fini. Il avait repris 2 places au classement général, alors que d'autres coureurs avaient eu plus de mal. Je pense notamment aux coureurs français, à Maxime Montfort aussi, qui avait fini à quasiment 6 minutes. Mais Vuillermoz avait fini 38e à 6,35. Donc voilà, il avait pas très bien fini ce contre-la-montre. Ejdal aussi avait perdu 6 minutes. C'est quand on vous dit que ça joue à la fraîcheur un contre-la-montre de ce type-là, c'est que là on voit bien que ça se joue complètement à la fraîcheur. Et quand je parlais des délais, donc sur 1h05, les délais étaient donc de 22, un truc comme ça. Enfin, Kenny De Haas avait fini hors délai. Kenny De Haas avait fini à 21 minutes 23, il avait fini hors délai de ce contre-la-montre. Et Romero de la Colombia avait dû finir vraiment limite au niveau des délais. Et donc pour les sprinters, il va falloir vraiment faire attention parce qu'ils vont prendre un quart d'heure dans la vue. Et comme le chrono est plus petit, un quart d'heure, tu as à la limite des délais, je pense, sur le chrono du jour. Donc il faudra faire très attention de ce côté-là. On regarde à la cycliste du jour aujourd'hui, encore du cyclisme féminin, avec une concurrente autrichienne. Je n'ai pas trouvé vraiment beaucoup de concurrents intéressants. On va revenir sur la carrière de Bärbel Jungmeier, qui est une concurrente autrichienne, qui a fini sa carrière, je crois, en 2007-2008, qui était une spécialiste du VTT, mais qui a fait également un petit peu de route. Notamment deuxième du championnat d'Autriche sur route en 2007, troisième du contre-la-montre en 2004, mais elle a fait surtout énormément de VTT dans sa carrière. Elle a fait également un peu de cyclocross
Et puis elle a remporté le titre de championne d'Autriche de poursuite, donc voilà, un peu comme toutes les filles de ces époques-là en cyclisme sur route, en cyclisme féminin, elles étaient capables de faire énormément d'épreuves différentes. Et elle a même été championne d'Autriche de VTT marathon en 2007 aussi. Et elle avait fini dans le top 5 à chaque fois des championnats d'Autriche de VTT pendant toutes ses participations. Troisième également du championnat d'Autriche de cyclocross en 2002. Donc voilà, qui est né à Villars, donc qui n'est pas très loin du lieu de cette étape, vu qu'on est dans la Vénétie encore, je crois, hein, au niveau des régions, pour ceux contre la montre individuelle. Du côté de la météo, le ciel devrait être ensoleillé, pas de soucis de pluie, notamment température entre 20 degrés en plaine. On va être entre 14 et 15 degrés au sommet. Selon les prévisions météo, ça pourrait être un peu plus faible quand même, parce que ça me semble un petit peu élevé. Et le vent, entre 15 et 30 km/h, elle sera de dos sur la première partie de parcours, mais elle sera de face sur la montée. Donc il y aura vraiment besoin de gérer cette montée, de ne pas prendre trop de risques, mais ça ne va pas être facile avec les pourcentages. Du côté de la stratégie, bon, bien entendu, il faudra faire le changement de vélo, hein. Là c'est obligatoire. Ensuite, il faut travailler en amont. Ce contre-la-montre, c'est-à-dire il faut avoir repéré l'étape, un minimum, où il faut avoir fait du travail spécifique de ce type-là, parce qu'il va falloir connaître son rythme cardiaque, connaître voilà, toutes ses valeurs en termes de watts, parce qu'il ne faut pas se mettre dans le rouge. Sur un contre-la-montre comme ça, il ne faut pas partir dans l'inconnu, donc il faut vraiment connaître toutes ses valeurs précisément, et puis il faut vraiment en garder dans la montée, il faut en garder dans cette dernière portion à 22%. Et c'est sur les portions les plus pentues que les écarts vont se faire, c'est pas sur le plat, c'est sur la dernière portion où les écarts vont se faire. Donc il faut vraiment en garder sur le plat, garder pas mal d'énergie, et puis c'est presque un échauffement la portion de plat, et puis ensuite vraiment se faire mal dans le contre-la-montre, mais en respectant quand même ses valeurs pour vraiment ne pas exploser complètement, parce que si vous explosez sur un contre-la-montre comme ça, vraiment vous perdez 3, 4, 5 minutes facilement. Et vu que c'est encore assez serré au niveau du classement général avant cette journée de vendredi, perdre 5 minutes, vous perdez 10 places au classement général parfois. Du côté des favoris, je n'ai pas fait dans les surprises, j'ai mis Geraint Thomas qui me semble plus frais physiquement. J'ai mis Almeida qui me semble quand même pas mal sur le contre-la-montre. Là, ça va être quand même un effort long, donc je pense qu'il peut quand même s'en sortir. J'ai mis Caruso, un petit peu plus en surprise, mais je trouve qu'il fait quand même un bon Giro, Caruso. On en parle assez peu du côté de la Bahreïn, mais je trouve que c'est pas pas une mauvaise course que fait l'Italien. Et puis en grosse cote, Arensman, voilà, il peut pas vraiment servir de temps de référence pour le moment, parce qu'il est trop proche au niveau du classement. Mais Arensman, s'il le fait à fond, il a déjà en plus été performant. Alors c'était sur une course beaucoup plus courte, c'était sur le Tour de Pologne, où il y avait une arrivée en bosse, mais qui devait faire 3 km. Un truc comme ça, où il avait fait un très bon chrono ce jour-là. Donc sur un autre chrono en bosse, parce que c'est aussi, il y a des spécialistes de ce type de chrono. Pantani était pas mauvais. Quintana, pas mauvais également sur les chronos en bosse. Il y a des mecs qui s'en sortent toujours bien sur les chronos en bosse. Pierre Roland aussi, il n'était pas une poutre, il n'était pas un branquignol sur ce type de chrono. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 11h pour les rois de la pédale, 11h30. Alors ça, c'était par rapport à un nombre de coureurs à 160 coureurs. On a beaucoup moins de coureurs, donc je pense que l'heure de départ de l'étape sera plus tardif. Mais ça, je ne peux pas vous le dire à l'avance, parce que c'est les organisateurs qui vont déterminer les heures de départ. Le dernier départ, selon les organisateurs, il est indiqué à 17h52 pour une arrivée prévue à 18h32. Comme je vous disais, à peu près 40 minutes d'effort calculés par les organisateurs. Mais peut-être qu'on va adapter ces horaires selon le nombre de coureurs au départ et selon les demandes peut-être de certains coureurs. Donc on se retrouve nous à 21h pour le débrief de cette étape sur YouTube, demain 7h pour la présentation de la dernière étape de ce Giro, et puis le débrief sur TikTok également juste après l'arrivée des derniers coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao ciao.